On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la généalogie esthétique de Baudelaire. En effet, vous savez, nous avons donc les fleurs du mal au programme. Il est important de comprendre à la fois comment Baudelaire a été influencé par la littérature de son époque, mais aussi par les autres arts, et comment lui-même a eu ensuite une influence dans la littérature et dans les arts. Vous avez ici une citation issue du Spleen de Paris. Le poète jouit de cet incomparable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui. Ce qui montre à la fois l'idée que la poésie de Baudelaire est une poésie totalement originale, mais qui va aussi aller puiser ses sources dans ce qui l'entoure et dans ce qui l'a précédé. Alors, en effet, il faut savoir que Baudelaire est un fervent amateur d'art. Alors, Charles Baudelaire, il est connu bien sûr pour sa production poétique, et c'est ce qu'on va étudier notamment donc, avec Les Fleurs du Mal, qui sont un recueil de poèmes en vers, mais il est également connu pour ses poèmes en prose, puisqu'il a publié également les petits poèmes en prose, ou encore son journal intime, Mon cœur mis à nu. Mais il était aussi un fervent critique d'art pictural. Il a écrit des recueils comme ça de critiques artistiques intitulés Salon ou fusée. Et c'est également un grand amateur de littérature française comme étrangère. En effet, Baudelaire va être le premier traducteur français d'Edgar Allan Poe. Et il va tenir de nombreuses conférences sur le sujet. Ainsi, la fréquentation des peintres et des autres auteurs va nourrir sa propre production. Alors, nous allons effectuer un petit rappel sur les courants littéraires de son époque. En effet, au XIXe siècle, en matière poétique, deux mouvements vont s'affronter. On va avoir, dès le début du XIXe siècle, le romantisme, qui va être ensuite contredit, contrebalancé par le Parnasse, qui lui apparaîtra dans les années 1850, justement pour critiquer tous les épanchements du romantisme. En effet, dans le romantisme, le moi, l'expression du moi, des sentiments de l'auteur sont très importants et vont être mis en avant. Le poète, néanmoins, ne se concentre pas que sur lui-même. Ce n'est pas non plus une poésie égocentrique, mais le poète va aussi s'affirmer comme un mage, comme un guide, comme un prophète. Il apparaît comme une sorte d'être exceptionnel, un peu en dehors du commun des mortels, capable d'accéder à une vérité inaccessible à la plupart des personnes. Et la poésie lui permet d'accéder justement et d'être le transmetteur, d'être le médiateur entre cet invisible, cet inaccessible et la réalité. Dans le mouvement romantique, on assiste aussi à la naissance, en quelque sorte, enfin pas la naissance, mais au développement d'une poésie engagée, puisque plusieurs auteurs du romantisme sont en effet engagés politiquement. Le Parnasse, lui, va vraiment prendre le contre-pied. C'est tous ces débordements lyriques, cette expression du moi, ils ne vont pas en vouloir. Le travail poétique sur la forme du vers, le nombre de syllabes, les sonorités, va devenir beaucoup plus important que l'expression des émotions. De la même façon, en opposition avec les romantiques, dont je viens de vous dire qu'ils étaient pour certains engagés politiquement et donc forcément impliqués dans l'actualité de leur pays, les Parnassiens, eux, dans leur poésie, refusent justement toute référence à l'actualité et cherchent à créer des poèmes universels et atemporels. Alors, je vais détailler un petit peu plus quand même le romantisme pour que vous ayez des notions un peu plus claires et dont vous pouvez vous servir dans les commentaires notamment ou éventuellement dans une dissertation. Alors, le romantisme naît en quelque sorte, donc on l'a dit au début du 19e siècle, et on cite souvent ce passage de la préface aux méditations poétiques de Lamartine. Je suis
le premier qui ait fait descendre la poésie du Parnasse et qui ait donné à ce qu'on nommait la muse, au lieu d'une lyre à 7 cordes de convention, les fibres mêmes du cœur de l'homme, touchés et émus par les innombrables frissons de l'âme et de la nature. Alors cette citation, vous voyez, on retrouve le mot Parnasse. En effet, le Parnasse, en fait, dans la mythologie, hein, c'est un mont, d'accord, sur lequel vivraient justement les différentes muses. Donc là, il ne fait pas du tout référence au mouvement poétique, hein, puisque ce mouvement poétique n'existe pas encore, mais il utilise une métaphore pour dire que justement la poésie n'est plus forcément quelque chose de seulement mystique et hermétique et incompréhensible. Non, lui, Lamartine, poète romantique, décide en quelque sorte de faire descendre la poésie parmi les mortels et de s'intéresser à ce qui fait vibrer chaque être humain, hein, d'où cette image de la lyre qui est l'instrument par excellence dans l'Antiquité, hein, lyre que Apollon va donner notamment à Orphée, qui aura alors le pouvoir, hein, de charmer les végétaux, les animaux et vous savez même le dieu des enfers. Et donc il dit, ben, cette lyre-là, un peu magique, je ne veux pas qu'elle soit totalement déconnectée finalement du réel. Non, au contraire, elle va aller s'ancrer dans l'intériorité de chacun. Et donc le poète romantique va essayer d'apporter, d'exprimer toutes ces nuances du sentiment. Ainsi, dans les poésies romantiques, on va retrouver des thèmes récurrents comme la nature, la fuite du temps, l'amour, le rêve, l'ailleurs. L'ailleurs parce que on a ce sentiment chez les romantiques, hein, d'être inadaptés à leur époque et de vivre ce qu'on appellera après le mal du siècle. Et donc il y a ce besoin d'évasion, que ce soit dans la rêverie ou que ce soit par le voyage. Néanmoins, je vous l'ai déjà dit et je le répète, l'engagement politique est aussi l'une des caractéristiques du mouvement romantique. Par exemple, Lamartine et Hugo ont été députés et sénateurs, et Victor Hugo est très connu pour ses discours. Rappelez-vous que certains sont tombés au bac blanc sur un discours de Victor Hugo. Et dans ces discours, il va souvent, hein, prendre la défense des plus faibles. Rappelez-vous par exemple le discours donc sur la misère. De la même façon, dans ses poèmes, Hugo va témoigner d'un engagement. Alors là, vous avez un extrait célèbre d'un poème des Contemplations, hein, qui s'intitule Mélancolia, qui dénonce justement, hein, le travail des enfants. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer, jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien lasses, ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Alors Victor Hugo est connu aussi, hein, pour son recueil Les Châtiments, là où il est plus qu'engagé puisqu'il va dénoncer, hein, la politique et les agissements de Napoléon III, ce qui lui vaudra d'être très très mal vu par l'empereur et d'être censuré. Et d'ailleurs, de toute façon, il va écrire, hein, Les Châtiments en exil. Alors, au niveau de la façon d'écrire du romantisme, on se rend compte que le romantisme cherche à coller finalement au quotidien, et on le voit dans le lexique, puisqu'on va retrouver un vocabulaire assez courant que l'on n'avait pas l'habitude de retrouver jusque-là dans les poèmes, et qui fait référence finalement à la vie ordinaire. De la même façon, les romantiques essayent de casser un peu les codes de la poésie. Alors, ça reste encore limité par rapport aux innovations du XXe siècle, hein, mais Victor Hugo, toujours lui, affirme avoir mis un bonnet rouge au dictionnaire, hein, donc il ne se refuse pas d'inventer certains mots et d'aller puiser justement dans un lexique plus courant, et surtout, il affirme avoir disloqué ce grand niais d'alexandrin. Et en effet, l'une des caractéristiques de la poésie de Hugo, mais comme de son théâtre en vers, ça va être de morceler en quelque sorte cet alexandrin, d'en détruire en quelque sorte le rythme. Et donc c'est voilà l'une des caractéristiques de l'écriture romantique.
La seconde génération romantique, qui est par exemple représentée par des auteurs comme Théophile Gautier, Gérard de Nerval, que vous connaissez pour d'autres raisons, ou Sainte-Beuve, vont eux approfondir ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée de désenchantement, cette idée de mal du siècle. En effet, la mélancolie va finalement devenir le thème principal et va prendre le dessus sur l'engagement politique et sur la mission sacrée du poète. Du coup, à la place d'avoir un poète prophète, un poète guide, on va glisser vers l'image du poète maudit, hein, victime de son isolement au sein de la société. Vous pouvez par exemple en voir une représentation sur le tableau de Karl Spitzweg qui s'intitule Le pauvre poète. Alors, on continue avec le Parnasse. Le Parnasse, quelques noms d'auteurs déjà pour commencer, parmi les plus emblématiques. Alors Théophile Gautier, qui a été romantique et qui a ensuite été vers le Parnasse, hein, Le Comte de Lille, Théodore de Banville ou encore José Maria de Heredia. L'idée fondatrice de ce mouvement, c'est de se dire que l'art doit être totalement détaché de toute forme de morale, de toute forme d'actualité. Il ne doit pas tenir compte des remous sociaux et politiques de son époque. Les Parnassiens, eux, sont vraiment attachés à la perfection formelle. Ils vont ciseler leurs vers, les sonorités, les rimes, le nombre de syllabes, les images. On est finalement dans une recherche d'esthétique pure. Hein. D'ailleurs, l'un des slogans du Parnasse, c'est l'art pour l'art. Donc, on est vraiment dans un mouvement qui va s'opposer au romantisme. Du coup, dans les poèmes parnassiens, on va retrouver très souvent des descriptions d'objets, d'œuvres d'art, et l'écriture poétique va essayer finalement d'égaler par exemple la peinture, d'égaler la sculpture ou l'architecture. Elle va essayer de se mettre à la hauteur de ces autres arts. Vu qu'il refuse toute référence à l'actualité, c'est aussi une poésie dans laquelle on va très souvent trouver des références à l'Antiquité, à l'éternité ou à l'immobilité. Alors, je terminerai par une autre chose au niveau des influences de Baudelaire, c'est celle d'Edgar Allan Poe. Alors, Baudelaire, il a découvert cet auteur américain un an avant la mort de Poe. Donc, cet auteur qui est connu pour ses contes fantastiques et ses poèmes, Baudelaire va le traduire. Il va notamment traduire les histoires extraordinaires, les aventures de Gordon Pym ou encore les histoires grotesques et sérieuses, ainsi que plusieurs de ses poèmes, dont Le Corbeau, qui est un des poèmes majeurs d'Edgar Allan Poe, et où on retrouve cette idée du spleen et de la mélancolie très chère à Baudelaire. Alors, selon un critique qui s'appelle Jean-Pierre Richard, la fascination de Baudelaire pour Poe s'explique peut-être parce qu'il pouvait reconnaître en lui un reflet de ses propres peurs. Et en effet, dans les nouvelles de Poe, dans ses contes, on retrouve très souvent des personnages qui sont sombres, déchirés entre l'ombre et la lumière, et qui sont sans cesse menacés par la chute, où l'amour côtoie la mort. On est toujours dans cette tension entre Eros et Thanatos. Et c'est vraiment ce qu'on va retrouver aussi hein, dans les œuvres de Baudelaire. Alors là, on a parlé essentiellement pour l'instant de littérature. Je vous l'ai dit, Baudelaire étant critique d'art, il va être aussi influencé par les autres arts. Tout d'abord, Baudelaire voue une fascination à la peinture qu'il considère hein, comme l'épreuve la plus immédiate de la représentation. Et comme je vous le disais en introduction, il a publié hein, plusieurs recueils de critiques picturales, de critiques de peinture, sous le terme de salon, puisqu'en effet, à l'époque, les tableaux étaient exposés hein, dans des salons publics que l'on pouvait visiter, et Baudelaire, du coup, en faisait la chronique. Il va notamment admirer le talent de Daumier, qui est un caricaturiste célèbre du XIXe siècle, et au-delà du goût pour le dessin, il partage avec Daumier la même haine de la bourgeoisie.
Là, je vous ai mis un exemple de caricature de Daumier qui s'intitule Le dernier bain. Et je vous ai mis comment Baudelaire commente cette caricature. Le dernier bain, caricature sérieuse et lamentable. Sur le parapet d'un quai, debout et déjà penché, faisant un angle aigu avec la base où il se détache comme une statue qui perd son équilibre, un homme se laisse tomber roide dans la rivière. Il faut qu'il soit bien décidé. Ses bras sont tranquillement croisés. Un fort gros pavé est attaché à son cou avec une corde. Il a bien juré de ne pas en réchapper. Ce n'est pas un suicide de poète qui veut être repêché et faire parler de lui. C'est la redingote chétive et grimaçante qu'il faut voir, sous laquelle tous les os font saillie, et la cravate maladive est tortillée comme un serpent, et la pomme d'Adam osseuse et pointue. Décidément, on n'a pas le courage d'en vouloir à ce pauvre diable d'aller fuir sous l'eau le spectacle de la civilisation. Dans le fond, de l'autre côté de la rivière, un bourgeois contemplatif, au ventre rondelé, se livre aux délices innocentes de la pêche. Donc on voit en fait sur cette caricature finalement la représentation en quelque sorte d'un poète maudit, crève la faim, qui veut mettre fin à ses jours, qui entre finalement en opposition avec le bourgeois bedonnant qui est de l'autre côté de la rive et qui visiblement ne fait strictement rien pour venir sauver le pauvre bougre. Alors, s'il y a un poème dans Les Fleurs du Mal que vous devez retenir pour voir à quel point les arts ont nourri l'imaginaire de Baudelaire, c'est le poème qui s'intitule Les Phares. En effet, dans ce poème, Baudelaire va rendre hommage aux grands peintres en proposant, en quelque sorte, un équivalent poétique de leurs œuvres. Dans chaque strophe, il va, en quelque sorte, synthétiser le génie de l'artiste en question, puisque chaque strophe va être consacrée à un artiste et le vocabulaire employé, les images et les sonorités vont reproduire, vont recréer finalement l'univers des créateurs mentionnés. Ainsi, on retrouve dans ce poème des allusions donc à Rubens, à De Vinci, à Delacroix, à Watteau, à Rembrandt ou encore à Goya. Finalement, ce poème est en quelque sorte une sorte de mise en abîme, si vous voulez, où il propose une définition de la création artistique. Et ce qui ressort de ce poème, c'est que pour Baudelaire, l'œuvre d'art naît dans la souffrance. Alors, on va le voir dans le premier texte bac que l'on étudiera, qui s'intitule Alchimie de la douleur. Justement, cette idée de l'alchimie qui viendrait de la souffrance, et la souffrance serait à l'origine finalement de la création poétique. D'accord ? L'œuvre d'art, finalement, permet de traduire en quelque sorte les difficultés de l'artiste et cette quête d'un sens qui est sans cesse difficile à trouver. Donc finalement, l'artiste pour Baudelaire est à la fois celui qui permet de s'évader du réel et celui qui guide les hommes. On retrouve donc, dont je vous parlais tout à l'heure avec le romantisme, cette idée à la fois de mélancolie, de mal-être, de mal du siècle, mais aussi cette idée un peu de poète prophète malgré tout, à la fois poète maudit et à la fois poète prophète. Il a également été influencé, Baudelaire, par la musique. En effet, à Paris, il va assister à des opéras de Wagner et il va être complètement subjugué par l'œuvre du compositeur auquel il écrit une lettre dans laquelle il qualifie son œuvre de cri suprême de l'âme monté à son paroxysme. Et d'ailleurs, Baudelaire écrira un essai consacré à ce compositeur, Richard Wagner et Tannhäuser, en 1861. Alors, certes, Baudelaire a été influencé par l'art, que ce soit musique ou peinture, ou la littérature, avec à la fois le romantisme, le Parnasse, mais également Edgar Allan Poe. Mais Baudelaire est aussi quelqu'un qui a influencé et qui a eu un impact majeur sur la poésie de l'époque. De toute façon, Baudelaire est considéré comme le premier poète moderne. Et on peut lire cette citation. La plus grande gloire de Baudelaire est sans doute d'avoir engendré quelques très grands poètes. Ni Verlaine, ni Mallarmé, ni Rimbaud n'eussent été ce qu'ils furent sans la lecture qu'ils firent des Fleurs du Mal à l'âge décisif. Alors en effet, Baudelaire va avoir une influence notable notamment sur le symbolisme.
Mallarmé, par exemple, a écrit un tombeau de Baudelaire en son honneur. Rimbaud écrit dans sa lettre à Paul de Mény du 15 mai 1871 que Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. De la même façon, John Jackson considère que la poésie moderne commence avec les fleurs du mal. Il faut donc comprendre que Baudelaire a été à la fois influencé par ses prédécesseurs, mais qu'il a surtout laissé une marque indélébile dans la poésie française et même mondiale, et que sans Baudelaire, finalement, la poésie n'aurait pas évolué telle qu'elle